Bonjour tout le monde, c'est Maxime Galland et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais revenir un peu sur mes dernières 48 heures où j'ai eu en fait l'occasion de participer à la Perpignan Game Jam 2020 pour représenter IRTSUP aux côtés de mon équipe. Et du coup, alors pour ceux qui connaissent pas le principe des Game Jam, c'est que c'est un rassemblement de développeurs de jeux vidéo sur lequel il va y avoir un thème et sur lequel en fait on va devoir développer en 48 heures un jeu vidéo jouable en fait et fonctionnel, ce qui est un certain challenge quand même parce que bah, voilà, créer un jeu c'est pas toujours facile ou évident. Mais du coup voilà, je vais un peu vous parler de notre jeu bah, que vous voyez à l'écran, que vous découvrez en images. Et je vais vous parler un peu de comment on a travaillé, des contraintes aussi, de comment tout ça s'est un peu passé. Donc déjà le thème de la Perpignan Game Jam 2020, c'était celui du don. Alors sur ce thème du don, au début on a eu des idées un peu, voilà, qu'est-ce que ça peut être le don? Est-ce qu'on peut faire un jeu peut-être sur le don du sang, sur le don, peut-être les donations? Au début, on s'est un peu écarté parce qu'on s'est dit que c'était peut-être des idées un peu trop obvious et qu'on voulait un peu se démarquer des autres. On a eu une première idée qui était de faire un peu un jeu autour d'une divinité, d'une sorte de cultiste. Ou peut-être on incarnerait quelqu'un qui est un cultiste et il doit rassembler des éléments pour faire une offrande à son dieu, etc. Donc là, on partait un peu dans des délires un peu dark. Et au final, en fait, on s'est dit qu'on allait rester sur quelque chose d'assez ésotérique. Et je vais vous expliquer un peu le gameplay de notre jeu. En fait, le principe, c'est qu'on va incarner en fait une conscience. Alors, on l'a pas forcément personnifié, mais voilà, on reste large, on reste sur un peu mystique. On va incarner une conscience, et en fait, cette conscience, elle va évoluer dans un environnement. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va progresser dans cet environnement, on va se voir confier des dons, par exemple la vue, l'ouïe, le, la possibilité de voir les couleurs, etc. Et en fait, ces mécaniques, ces dons, en fait, vont ajouter des mécaniques de jeu qui vont permettre du coup à notre conscience ben, d'évoluer dans son environnement et donc aux joueurs en fait de profiter de nouveaux éléments de gameplay et de progresser dans le jeu. Donc on s'est pas mal inspiré des jeux un peu Metroidvania ou quoi, mais aussi des jeux un peu narratifs comme par exemple The Stanley Parable, parce qu'on a vraiment voulu construire un jeu dans lequel en fait on va pas progresser de manière ultra linéaire, mais plutôt construire en fait un lieu dans lequel le joueur, eh ben, il va revenir sur ses pas, il va passer plusieurs fois au même endroit, puis quand il va revenir, en fonction des nouveaux dons qu'il a obtenus dans le jeu, ben, il va pouvoir peut-être progresser d'une nouvelle manière, etc. Et donc, ben, le but du jeu, l'objectif, ça va être d'explorer, en fait, tout simplement, et de trouver des artefacts, et de tous les rassembler, pour débloquer la fin du jeu. Et du coup, voilà, donc c'est une méthode de game design, enfin, on a utilisé une méthode un peu inhabituelle parce que normalement, en game design, on est plutôt, on travaille bon, c'est sur les intentions, bien sûr, sur les feelings qu'on a envie de faire ressentir aux joueurs. Donc là, bien sûr, on est parti de là. Mais souvent, en fait, on pense plutôt le gameplay, puis après, en fonction de ça, on définit une sorte de niveau de level design. Là, on a un peu travaillé à l'envers, c'est-à-dire qu'on a d'abord pensé le lieu dans lequel on voulait que le jeu se déroule. Et en fait, de ce lieu, ont découlé en fait des features donc qui se sont avérés être des choses un peu exotiques comme ça. Donc bah, un saut, bien sûr, ça c'est assez classique, mais on peut essayer d'inverser la gravité, peut-être de déplacer des objets avec de la télékinésie. Voilà, on a eu ce genre d'intention et on est vraiment parti de ça. On a fait notre design de niveau et du LD, en fait, du level design, a découlé en fait bah, les features de gameplay qu'on voulait mettre. Alors, pour réaliser ce projet bah, rapidement, parce que quand même en 48 heures, on a décidé de développer sur Unreal. Alors, au niveau de l'équipe, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait la moitié de l'équipe qui connaissait pas vraiment Unreal, et notamment les développeurs. Et du coup, bon, on a quand même fait, on a pesé le pour et le contre. Puis déjà, ça nous permettait bah, de sortir peut-être un peu de la zone de confort et surtout bah, d'exploiter les grandes forces d'Unreal. Alors, on les a un peu notées, c'est surtout au niveau visuel. Mais déjà, Unreal Engine 4, c'est un moteur qui offre des rendus qui sont vraiment magnifiques avec assez peu d'efforts. C'est-à-dire que quand on connaît bien le software, avec quelques mécaniques très simples, on peut très vite avoir un résultat qui est très séduisant visuellement. On a développé en blueprint, c'est-à-dire qu'on n'a pas tapé une seule ligne de code. En gros, le blueprint, alors j'essaie de montrer un peu à l'image là, mais c'est un système de développement où on fait des portes logiques en fait, et en fait c'est entièrement du développement visuel, donc on n'a pas besoin de coder. Et ça c'est quelque chose que j'incite tout le monde à essayer parce que ça permet même quand on n'est pas développeur en fait de mettre les mains un peu dans le cambouis et de commencer à prototyper, à faire des choses.
Donc pour nos énigmes, on a vraiment utilisé exclusivement ce système-là, donc pour paramétrer notre personnage, ses mouvements, la caméra, comment les éléments interagissent, etc. Ensuite, on a essayé de réduire au maximum la charge technique qu'on avait, parce qu'en fait, on avait que 48 heures. Donc, par exemple, on n'a pas fait de système où on fait déjà, on voit pas le personnage. Le personnage, c'est juste une conscience, c'est juste une caméra, il va évoluer. Par exemple, les animations, on n'a pas fait d'abord d'animation dans un logiciel de 3D pour ensuite les importer dans le moteur. Là, on a tout fait directement avec les outils que mettait Unreal à notre disposition. Donc, par exemple, la possibilité de créer des séquences d'animation pour ouvrir les portes, pour faire se déplacer, je sais pas moi, pour animer les éléments du décor qui vont être un peu qui vont être dans le décor et qui vont un peu flotter, qui vont donner un côté un peu mystérieux. Et encore une fois, bah, on a énormément utilisé les effets de lighting et de post-processing. Donc c'est tous les effets à la caméra qui vont être les effets de néon, de bloom, de, qui vont créer en fait une atmosphère qui va nous permettre d'atteindre notre idée créative qui était quand même que ce soit un monde un peu, peut-être pas flippant, mais quand même un peu mystérieux, un peu parallèle quoi, genre qui prend pas forcément ancrage dans le réel. Donc ça, c'était, enfin voilà, je vais pas parler 8000 ans d'Unreal, mais on a fait ce choix technique-là parce que bah, il y avait quand même pas mal d'avantages qu'on n'aurait peut-être pas trouvé aussi facilement dans Unity, par exemple. Donc, bah voilà, enfin, c'était un peu pour répondre à tous ces challenges. Donc, ce qui était vraiment compliqué, et qui est compliqué en fait dans quasiment toutes les game jams, c'est que ben, on a que 48 heures, donc déjà, on n'a pas le temps en 48 heures de penser tout aussi bien que si on avait une vraie pré-production. Donc, le game design s'est fait en quelques heures en fait. Et ça nous a posé problème, c'est-à-dire on était quand même dans un jeu où il y avait peut-être des énigmes et des choses comme ça, et on a dû un peu être agile et réussir à se faufiler pour réadapter le jeu et enfin, on voulait vraiment que le jeu soit voilà, jouable et qu'on puisse le terminer sans trop cut. Et on a réussi à ne pas cut des parties de notre environnement. Par contre, on a dû cut certaines mécaniques bah, qu'on voulait absolument mettre, mais que bah, finalement, faute de temps, on n'a pas pu. Cependant, on est assez content parce qu'on a quand même un truc qui est finissable. On peut commencer le jeu et le finir. Et donc ça, on est resté dans notre build initial malgré le fait qu'il était un petit peu ambitieux. Un autre challenge qu'on a eu sur la Game Jam, c'est que bah, souvent, en fait, quand on est en Game Jam, on n'a pas le temps et du coup, on peut pas organiser des sessions de test ou de QA. En fait, c'est important de concevoir que quand on fait un jeu vidéo, on doit vraiment énormément tester. On a des bugs, les plus enfin, ceux avec lesquels on est le plus souvent confronté, c'est les bugs de collision. Mais en fait, du côté des développeurs, on a énormément de bugs de communication entre les différents systèmes du jeu. Tout va pas forcément toujours s'enclencher de la bonne manière. Par exemple, nous, on a eu énormément de problèmes sur l'intégration du son, en fait et la spatialisation du son, ce qui fait qu'il y a plein d'énigmes en fait qu'on n'a pas pu mettre en place parce que justement on n'a pas réussi à deal avec cette histoire d'intégration des sons. Mais bon voilà, c'est un peu les challenges, c'est l'absence de test et de QA pour savoir si notre jeu fonctionne. Donc, et encore une fois, bah, le bug solving qui en découle, en fait, si on fait pas assez de tests, bah, on peut pas assez identifier les bugs. Et aussi, ben, les bugs, on les a énormément corrigés sur le fil et on en a probablement laissé énormément passer. Pour la suite du projet, on aime bien ce qu'on a développé, on aime bien l'idée, donc je pense, enfin, on va en voir avec l'équipe, mais c'est possible qu'on essaie de pousser le truc un peu plus loin. Il est bien sûr possible de tester le jeu, donc je vais essayer de mettre un lien en description. Je dis ça là maintenant quand j'enregistre, mais c'est possible qu'en fait on le mette pas tout de suite et qu'on peaufine un tout petit peu ce qu'on a fait pour que ce soit, pour enlever un peu des bugs ou quoi, pour que ce soit plus agréable. Après voilà, en l'état, le jeu a été présenté comme étant jouable, donc on est assez content. Mais c'est vrai que pour le proposer un peu au test, on aimerait bien peut-être un petit peu le corriger et le peaufiner. Bien entendu, bah, on est super content. Déjà, je remercie mon équipe. Donc, il y avait Calvin Calzia qui était au graphisme avec moi. Il y avait Guillaume Savornin aussi qui était à la 3D au graphe. Et il y avait Tristan Ramirez et Romain Ginet qui étaient au développement du jeu et donc qui ont fait toute la partie blueprint. On remercie donc toute notre équipe, on remercie énormément ben, l'organisation de la Perpignan Game Jam 2020. Bah, c'était vraiment top. On remercie bah, le streamer Cosinus qui était absolument génial et qu'on va continuer de suivre. Et ben voilà, tout le monde, les jurys, donc Oscar Sahune, Marie Legrand, Antoine Chollet, Raphaël Guichard et tous les autres, les coachs, les autres participants. Enfin voilà, c'était vraiment top. Et nous, on a hâte de participer à la session 2021.
Malgré cette année, elle était full remote, on était en Covid, mais c'était quand même super parce que l'événement était bien organisé. Voilà, voilà. Non, en tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu, je sais pas si c'est court ou long, mais voilà, c'est important de revenir un peu sur le projet, de ce qui a été fait. Et bah, du coup, bah, on espère que ça vous aura plu, on espère que vous allez tester notre jeu et que vous allez nous donner un feedback. Et bien entendu, si le projet continue d'évoluer et qu'on améliore ça, qu'on en fait quelque chose, bah, on essaiera de tenir le monde informé de ça. Voilà. Merci et à plus. C'était Max.